S'il vous plaît, donc on arrive, Rita Mohomisk, donc on va terminer ce congrès par cette belle session consacrée à l'hémato-oncologie pédiatrique. Donc je remercie les intervenants, professeur Sissen, professeur Melod et bien sûr mon maître, professeur Tab et mon ami, professeur Khorasani. Donc on aura une heure de débat à propos des thèmes très intéressants. Donc voilà, donc, la parole au président de la session. Merci, Monsieur le Président. Donc, sans trop tarder, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre collègue et amie, Madame le professeur Leila Sissen. Alors, Madame le professeur Leila Sissen, il est professeur de pédiatrie, spécialisé en hémato-oncopédiatrie. Elle est chef de service de l'unité d'hémato-oncopédiatrie du CHU de l'hôpital d'enfants de Rabat. Par occasion, elle est présidente de la Société internationale africaine d'oncologie pédiatrique. Et dernièrement, elle est présidente du groupe franco-africain d'oncopédiatrie. Donc, Madame le professeur Sissen va nous entretenir sur un sujet qui est super intéressant, qui sont les tumeurs du système neurocentral, et surtout par rapport à la thématique du place du pédiatre dans cette thématique. Madame Sissen, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Merci, Si Mohamed. Merci à Monsieur le professeur Hida, notre collègue et ami, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est une invitation qui a un sens très spécial puisque finalement on commence à respirer un peu après presque une année et quelques de contraintes jusque-là inimaginables. On n'aurait jamais cru un jour vivre cette situation et encore plus qu'on allait pouvoir s'en sortir. Je voudrais féliciter aussi mes collègues qui ont fait des présentations très, très intéressantes et on se rend compte de la complexité de la pédiatrie et on se demande encore pourquoi est-ce qu'il y a toujours que des pédiatres et qu'on n'a pas encore nos surspécialités parce que la pédiatrie, c'est vraiment quelque chose de très compliqué puisque on gère ça par tranche d'âge et pour chaque tranche d'âge, c'est carrément une spécialité. Et je vous dis ça parce que je me rends compte qu'entre ce qui a été présenté pour la période néonatale et que ce que moi je vais présenter maintenant, c'est carrément deux spécialités différentes, sachant que même en oncologie pédiatrique, maintenant la neuro-oncologie pédiatrique est une surspécialité, alors que nous, on est toujours reconnu que comme pédiatre et tout ce qu'on fait au-delà, c'est par des initiatives et des volontés personnelles. Donc, je félicite tous mes collègues pour tous les efforts qu'ils font pour faire avancer les choses et pour être arrivés à s'en sortir malgré les conditions difficiles qu'on a vécues. Donc, moi, je vais parler des tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales ne sont pas seulement la bête noire des pédiatres, c'est aussi la bête noire même des oncologues pédiatres parce qu'une fois qu'on a commencé à s'intéresser aux tumeurs cérébrales, on s'est rendu compte que c'était une spécialité à l'intérieur de la surspécialité qui est l'oncologie pédiatrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... On fait pousser ça comment ? Que les tumeurs cérébrales constituent un groupe hétérogène. Ce n'est pas une tumeur cérébrale, c'est plusieurs tumeurs cérébrales dans un seul groupe. Et aussi, notion importante, c'est que même si on les traite avec l'oncologie pédiatrique, ce n'est pas toutes, et d'ailleurs la majorité ne sont pas des cancers. C'est des tumeurs bénignes, mais de par leur situation, de par leur localisation, on les apparente aux tumeurs, au cancer de l'enfant. Pourquoi ? Pour l'impact qu'ils peuvent avoir et sur le pronostic vital et sur le pronostic fonctionnel et la complexité de prise en charge. Alors, si on tient compte de leur place parmi les cancers de l'enfant, parce que finalement,
finalement c'est considéré aussi des cancers, c'est la première tumeur solide, même si ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent, parce qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces patients sont gérés par les neurochirurgiens. Une fois le diagnostic posé, le malade est référé chez le neurochirurgien et la place du neuro-oncologue pédiatre, c'est quelque chose de récent, donc on tarde à recevoir les patients, mais c'est la première tumeur solide chez l'enfant. Avec tous les efforts qui ont été faits dernièrement, la survie s'est beaucoup améliorée parce qu'on a intégré de la radiothérapie, on a intégré de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée, de nouvelles stratégies et de nouveaux moyens de chirurgie. Et donc, la survie peut atteindre 70%. Mais le problème, c'est que ça donne beaucoup de séquelles et qu'après avoir guéri le patient, eh ben, on se retrouve avec des séquelles qui des fois sont ingérables et on se demande après est-ce qu'on a bien fait d'aller jusqu'au bout avec ce type de tumeur, et ça pose vraiment un problème éthique. Qu'est-ce qui est le plus grave, la tumeur en elle-même ou les séquelles avec lesquelles vont se retrouver les parents, surtout dans un contexte comme le nôtre où les séquelles sont très difficiles à gérer sur le plan social. Alors, à un certain moment, on a vu une augmentation d'incidence. Et là, on a commencé à penser ligne de haute tension, téléphone portable, qu'est-ce qui serait à l'origine de ça? Mais au fait, pas du tout. Ce qui a fait augmenter ça, c'est le fait qu'on ait d'accès à des meilleurs moyens d'imagerie, comme l'IRM. Maintenant, on peut faire des biopsies stéréotaxiques qui font qu'on a pu accéder à des tumeurs qui avant étaient non diagnostiquées parce que non biopsiables, des changements dans la classification des tumeurs. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de tumeurs cérébrales rapportées, mais sans qu'il y ait une augmentation d'incidence. Et donc, les tumeurs cérébrales, ce n'est pas une tumeur, c'est plusieurs tumeurs. Les premiers, ceux qu'on appelait gliome ou astrocytome. Et au fait, l'astrocytome, c'est le gliome. Ce n'est pas des tumeurs différentes. Sauf que dans les gliomes, il y a les gliomes considérés de bas grade, qui antérieurement étaient appelés bénins, mais il y a aussi les gliomes de haut grade, qui sont malins, très difficiles à traiter. Après ça, il y a les méduloblastomes. Et le méduloblastome, par définition, c'est une tumeur de la fosse cérébrale postérieure. Donc, il ne convient pas de dire méduloblastome de la fosse cérébrale postérieure. Une fois qu'on a dit méduloblastome, c'est une tumeur embryonnaire de la fosse cérébrale postérieure, par définition. Après, il y a ceux qui sont à l'origine des tumeurs épendymaires, les épendymomes qui peuvent être sus et sous-tentoriels. On peut avoir des tumeurs germinales, on peut avoir des carcinomes des plexus choroïdes, les tumeurs tératoïdes, rhabdoïdes, mais ça, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est les plus fréquentes des tumeurs qu'on voit chez l'enfant, parce qu'il y a tellement de tissus et de cellules différentes au niveau du système nerveux central qu'il faut se dire que chacune des cellules existantes au niveau du système nerveux central peut être à l'origine d'une tumeur cérébrale, d'où la diversité. Et la diversité ne tient pas seulement, vous voyez ici sur cet histogramme que 30% sont des gliomes. Le plus souvent chez l'enfant, c'est des gliomes bénins. Ce n'est pas la même chose que chez l'adulte. Cette diversité tient compte de l'histologie, mais aussi de la localisation.
parce qu'un épendymome peut être sustentoriel, peut être sous-tentoriel. Un gliome peut être sustentoriel, peut être sous-tentoriel. Et vous devinez bien que la clinique, elle va être différente en fonction de la localisation. Et puis aussi, c'est variable en fonction de l'âge. Les tout petits feront beaucoup plus les sustentoriels. Les enfants autour de 2 jusqu'à 10-14 ans feront plutôt les tumeurs des fosses cérébrales postérieures. Et c'est d'ailleurs les plus fréquentes. Et puis vers l'âge adulte, ça tend un peu plus vers l'adolescent, vers l'adulte. Et les tumeurs seront sustentorielles. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait des variations ethniques, mais on n'a pas pu vraiment prouver ça partout, sauf au Japon, où ils ont beaucoup de tumeurs germinales. C'est tout ce que vous voyez en gris en haut. C'est beaucoup trop de tumeurs germinales par rapport à ce qui est décrit, mais sans qu'on ait aucune explication à ça. Et donc voilà un peu dans quelle ambiance on se trouve. Diversité histologique, diversité de localisation, diversité en fonction de l'âge et peut-être diversité ethnique. On ne sait jamais, on n'a pas fait d'études au Maroc pour avoir une idée vraiment réelle sur la distribution, mais a priori, c'est une distribution standard. Et donc, le pédiatre, il a son rôle dans cette prise en charge. Mais quel rôle il va avoir le pédiatre dans cette prise en charge? D'abord, il faut reconnaître quels sont les signes qui vont être révélateurs de ces tumeurs. On a tous en tête nausées, vomissements, céphalées. Eh bien, pas du tout, ce n'est pas la majorité. Et puis, ce n'est pas le plus déroutant. Mais il y a d'autres choses qui peuvent apparaître pour lesquelles on n'a pas été informé. Et puis, il y a des facteurs prédisposants, des situations génétiques prédisposantes, comme la neurofibromatose, où il ne faut pas attendre que la tumeur apparaisse. C'est à moi d'aller la chercher. Et donc, ça, c'est le genre d'information que doit détenir le pédiatre. Et puis, il faut être réaliste. Pour nous, c'est très difficile de faire un examen neurologique chez un tout petit. Comment je fais la différence entre une monoparésie et une impotence fonctionnelle? S'il a une baisse de l'acuité visuelle, qui c'est qui va me dire qu'il a la baisse de l'acuité visuelle? Ça va être jusqu'au moment où il ne verra plus rien, que le parent après il dira qu'il c'est trop tard. Alors qu'un adulte, dès qu'il a une baisse de l'acuité visuelle, il va pouvoir vous en parler. Donc, l'examen clinique est très difficile. On ne peut pas explorer toutes les paires crâniennes. Comment faire pour le langage? Et donc, ça aussi, c'est un obstacle. Et puis, avec tout ça, il faut qu'on arrive à poser les bons diagnostics. Et on va voir où c'est que des médecins se sont perdus et ça a abouti à des retards diagnostiques. Et puis, il faut des examens complémentaires adaptés. Et puis, si je pose le diagnostic, il y a avant une conduite à tenir ultérieure, j'ai des urgences que je peux gérer moi. Il y a des choses sur lesquelles je peux aider et après, je dois bien orienter le malade parce que c'est peut-être une tumeur cérébrale, mais l'urgence n'est peut-être pas neurochirurgicale, elle est ailleurs. Et donc, si je suis orientée dans tout ça, je peux peut-être m'en sortir. Alors, quelques histoires. La première, elle ne se fait pas en diapo, elle se raconte. C'est une maman qui a ramené une petite de 4 ans avec cette tumeur. Et c'est une maman qui, depuis l'âge de 6 mois, traîne. Pourquoi? Parce que la petite a fait une diplopie. L'ophtalmo, non, c'est une diplopie, c'est rien. Un strabisme. صيفطها عند l'orthoptiste كدير les mouvements هذا. Au bout d'un certain moment, elle commence à voir les céphalées et puis elle commence à voir les vomissements. Donc elle est hospitalisée dans un hôpital périphérique. كيقولوا لها بلاتي تسنى le gastro il va venir faire une fibroscopie. واحد شويه la maman elle me dit comme ça قالت لي خديت تليفون ووريتهم اليوتيوب وقلت لهم هاد الطريقه باش بنتي كتقيا راه خصكم ديروا سكانير. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un scanner pour tomber sur cette tumeur parce qu'elle a vu comment étaient les vomissements en jet de l'hypertension
intracrânienne. Alors l'autre, c'est tout aussi dramatique. Donc c'est une petite Melek ramenée à l'âge de 8 ans. Et donc, 6 mois avant, elle commençait à présenter des troubles de comportement. Elle avait une continence rectale, une continence anale, l'école Kerdouha, elle ne se concentre pas du tout. Elle est partie chez le pédiatre parce qu'en plus, elle commençait à avoir des nausées et vomissements. Ils donnent un traitement symptomatique, ça ne marche pas, ils changent de pédiatre. Ils vont chez un autre, ils lui racontent l'histoire, ils disent non, non, tout ça, c'est dans la tête. La petite doit être vue par un psychiatre et le psychiatre demande un bilan toxicologique. Et les parents n'arrêtaient pas de demander de faire un scanner. C'était des parents d'un certain niveau. Et puis, quand elle présente des troubles de l'équilibre, commencent à tomber, les parents, comme le radiologue, scanner la petite. Bon, je ne sais pas pourquoi les médecins ont été perturbés, pourquoi ils n'ont pas suivi les recommandations en cas de céphaléada. Moi, je me dis pourquoi, parce que peut-être les parents, les deux, étaient inspecteurs du fisc, ça a dû un peu gêner les parents. D'ailleurs, moi aussi, quand ils sont arrivés, la question que je me suis posée, est-ce que je suis en règle pour mes impôts? Donc, ça, la petite finit par faire un scanner, puis une IRM, et voilà ce qu'on trouve. Une grosse tumeur du 3e ventricule avec une hydrocéphalie. Bon, elle a été opérée, résection complète, et c'était une tumeur de bas grade, type gliome de bas grade, qui ne nécessite pas autre chose en dehors de la chirurgie. Donc c'est bon, c'est vrai qu'ils ont bien traîné, mais finalement c'est un gliome de bas grade, c'est pas trop grave. Alors donc voilà, c'est un peu les images, et la conduite à tenir, c'est pour un pédiatre, s'il pose le diagnostic, c'est l'envoyer au neurochirurgien. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors on a un autre garçon qui a 7 ans. Il a une puberté précoce depuis 1 an. Et la maman ne veut pas consulter. On n'a pas compris pourquoi. Elle a consulté juste après 1 an. Pourquoi? Parce que ma proche le hammam. Voilà. Donc il y a des... Là, c'est comme ça. Donc les parents sont consanguins. Le petit, il rentre à l'examen. Il a, ce que vous voyez, des taches café au lait. Et le papa, ici, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas photo, on sait ce que c'est. Donc, une neurofibromatose. Et donc, il a un diagnostic précoce, une puberté précoce, il a une avancée pubertaire, des organes génitaux externes de type adulte, il a un retard des acquisitions mentales et des taches café au lait. Jusque-là, à part la puberté précoce pour laquelle automatiquement on explore le système nerveux central, il n'a pas vraiment de signe d'appel, mais en neurofibromatose, ça fait partie du bilan systématique d'aller chercher une tumeur. Et ici, effectivement, on trouve ce qui est entouré en bleu, c'est un gliome des voies optiques. Et ça aurait pu être ça aussi, il peut faire des gliomes des nerfs optiques. Alors là, l'autre, je l'ai envoyé au neurochirurgien. Ici, le neurochirurgien, juste pour l'informer, il n'a pas sa place ici. Il ne faut surtout pas aller biopsier ou opérer parce que ça ne fait que aggraver les problèmes endocriniens. Parce que l'urgence ici, c'est un examen ophtalmo. Parce que le traitement va dépendre, est-ce qu'il y a une répercussion sur la vision? Parce qu'un gliome chez un malade qui fait une neurofibromatose, c'est habituel. 15% d'entre eux vont faire quelque chose de ce type. Mais on agit sur la tumeur en elle-même que s'il y a un impact visuel. Donc ce malade devait voir l'ophtalmo, l'endocrino pour gérer son problème d'avance pubertaire, et puis venir voir l'oncologue pédiatre. En fonction de ses résultats, il va décider est-ce qu'il faut, oui ou non, mettre sous chimio. C'est une tumeur bénigne, mais qui répond à la chimiothérapie.
Alors, un autre cas, ça c'est un peu plus classique, ce qu'on voit plus. Pourquoi? Parce que ici, c'est un méduloblastome. Un méduloblastome, c'est une tumeur maligne dans ce cas. Donc, elle évolue vite et rapidement, on a la triade qu'on connaît, céphalée, vomissement et nausée. Et là, neurochirurgien pour que le malade soit dérivé, opéré, radiothérapeute, puis chimiothérapie, parce que c'est ça la stratégie thérapeutique. Alors, à peu près même tableau, sauf que celui-là a démarré un peu plus tôt. Donc, on va dire que c'est un peu plus long. Auquel cas, ça nous fait penser à une tumeur plutôt bénigne. Effectivement, on fait l'IRM, c'est une tumeur kystique. Et une tumeur kystique fait passer plutôt au gliome de bas grade. Et un gliome de bas grade, là aussi, je l'envoie chez le neurochirurgien, il l'opère, s'il fait sa résection complète, c'est bon. C'est l'INA, il n'y a plus rien. Le malade même peut s'en tirer sans aucun séquelle. Alors, ça, c'est une patiente qui est venue il n'y a même pas une semaine. Donc, c'est une malade qui, 4 mois, a présenté un torticolis. La maman, la maîtresse, dit la dire ça rit tarwid. D'être le tarwid, 4 mois d'y tarwid. Elle s'est améliorée bon gré mal gré. Elle a commencé à faire des céphalées. Ils ont fait un blanc d'eau. Ils ont trouvé qu'il y avait une sinusite. Ils ont traité comme sinusite, mais 15 jours, elle ne s'améliore pas. Apparition d'une monoparésie droite et scanner qui montre qu'il y a une pression sur les ventricules, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui comprime de là-bas parce que les gliomes infiltrants des trans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très bien au scanner. Il n'y a que des signes indirects, mais à l'IRM, on voit bien qu'il y a un gros tronc et malheureusement dans ce cas, quel que soit ce qu'on peut faire, il n'y a rien vraiment qui donne de résultat et on déclare que l'enfant est sous palliatif, il ne vivra pas plus de 5 à 9 mois, c'est très dur pour les parents. Et donc ça pour vous dire que la symptomatologie est très variable parce qu'une fois j'ai eu un autre patient qui est arrivé avec un diagnostic déjà posé de gliome infiltrant de tronc et quand je pose la question, le père me dit راه صافي هذه 4 شهور وكيبقى يضحك بوحديه في المدرسه ولا ميتريس عيطات لي ولكن ملي سولت الطبيب قال لي ايوا اللهم يضحك ولا يبكي. D'accord, mais pourquoi? Parce que même moi, je ne savais pas que le rire pathologique était un signe révélateur d'un gliome infiltrant du tronc. D'accord. Donc, je reviens au rôle du pédiatre. Reconnaître les signes révélateurs, reconnaître les situations prédisposantes où il faut intervenir, savoir faire un bon examen clinique, l'examen neurologique et général, quels sont les diagnostics à évoquer, qu'est-ce que je peux demander comme bilan, quelles sont les urgences que j'ai devant moi que je dois gérer et chez qui je dois référer le malade. Et donc les signes, ils couvrent à peu près toute la pédiatrie générale. Tout est possible, à part les céphalées qu'on connaît, les signes d'hypertension, les troubles de la marche. Attention aux troubles de la marche, les enfants se mettent à tomber et des fois ils tombent sur la tête et les parents ils pensent que c'est un problème d'hématome lié à une chute. Alors que c'est non, c'est parce qu'il avait des troubles de l'équilibre qu'il est tombé et c'était une circonstance un peu fortuite de diagnostic. Les troubles de l'équilibre, les signes ophtalmologiques, le strabisme, la diplopie, attention à ça, la scolarité, il faut savoir écouter les parents, avoir des informations, même des corps, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qui a changé de comportement. Et puis l'épilepsie, ça aussi, on sait, mais il y a quelques pièges, les déficits, la macrocéphalie, et je passe vers un peu les détails de tout ça. Donc les céphalées sont
quelque chose qui pour nous est un signe révélateur, mais beaucoup de tumeurs cérébrales vont se révéler sans qu'il y ait de céphalées. Et les céphalées qui réveillent le malade, qui sont soulagés par les vomissements, il n'y a pas photo. Il faut aller explorer cet enfant quand elles sont récurrentes. Et puis, il y a toujours ce diagnostic différentiel de migraine, mais à un certain moment, surtout s'il y a des signes qui se surajoutent, il faut absolument faire à un moment ou à un autre un fond d'œil et une imagerie cérébrale, et surtout écouter les parents pour voir s'il y a quelque chose qui s'est surajouté. Et il y a des recommandations d'un groupe anglais. Pourquoi? Par rapport aux céphalées, parce que chez eux aussi, le problème de retard diagnostique, c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas que chez nous. Alors, et les signes digestifs, la patiente chez qui on voulait absolument faire une fibroscopie, là aussi, attention au vomissement. Et puis, plus l'enfant est grand, moins il a des raisons de vomir. Je veux bien que la période néonatale, le tout petit vomisse, mais au bout d'un certain âge, ou surtout s'il n'a jamais vomi pendant qu'il était petit, à un certain moment, il se met à vomir. Attention à l'hypertension intracrânienne, surtout quand c'est un nourrisson. Si j'ai un doute, un écho-doppler, une écho-transfontanellaire ne coûte rien et elle est rapide, non irradiante et peut aider à vous rassurer et rassurer la famille. Et puis les troubles de comportement à l'école, modification de l'écriture, somnolence, agitation, toute modification récente dans le comportement d'un enfant doit attirer l'attention et au moins être surveillée de très près. La tumeur, l'épilepsie et les tumorales, souvent, quand on a une épilepsie, là, on demande un scanner. Ça fait partie des réflexes. Mais ce qu'il faut vous dire, que dans certains contextes particuliers, surtout quand il y a un terrain prédisposant, un premier scanner peut être normal. Et s'il y a modification dans le comportement de cette épilepsie, soit un changement de sa forme clinique, soit une augmentation des besoins en antiépileptiques, il faut savoir refaire le scanner. On ne se base pas sur un seul scanner, il faut savoir le multiplier. Et puis, la macrocéphalie, surtout les médecins qui sont en formation, ils n'ont pas ce réflexe de prendre le périmètre crânien, et surtout les malades qui consultent changent souvent de pédiatre ou de médecin traitant, donc il y en a un qui prend, l'autre ne prendra pas, et on n'aura pas des courbes comme ça qui vont nous faire voir qu'il y a une augmentation du périmètre crânien qui indique de faire une écho-transfontanellaire au minimum. Et puis l'examen clinique, s'il y a un de ces signes, il faut obligatoirement examiner l'examen neurologique. Est-ce qu'il y a un syndrome cérébelleux? Est-ce qu'il y a une atteinte des paires crâniennes? Les plus simples à observer chez les enfants, c'est est-ce qu'il y a un strabisme ou une paralysie faciale? Ça, c'est des choses qu'on a juste en observant le malade, ou puis une paraparésie. Mais surtout, le retentissement, parce qu'il y a des tumeurs qui vont donner un diabète insipide. Donc attention aux malades dénutris, aux malades déshydratés, aux pubertés précoces et aux syndromes prédisposants, parce qu'il y a 10% des tumeurs cérébrales qui vont survenir sur des syndromes prédisposants. D'accord? Et ces syndromes prédisposants peuvent nous orienter vers le type de tumeur et le rythme de suivi des patients. Et le piège, je vous ai dit que ces enfants-là, si j'ai fait une imagerie qu'elle était normale, s'il a un syndrome prédisposant, 1 année ou 2, après, il peut développer une tumeur cérébrale.
et puis la clinique en fonction des syndromes prédisposants, la localisation, pardon. On sait que la fosse cérébrale postérieure va rapidement donner des nausées, vomissements parce qu'elle bloque rapidement l'écoulement du LCR. On sait que les sustentoriels vont plutôt donner des épilepsies ou des troubles de comportement, une anosmia. Mais le problème, c'est quand il y a les problèmes endocriniens, surtout pour les personnes qui font la gastro-entérologie, ces enfants qui ne prennent pas de poids, la cachexidie encéphalique de Russell avec une cassure de la courbe pondérale, et bien là aussi, c'est des tout petits. Une échotransfontanaire devrait faire partie des dénutritions qui ne répondent pas, qui n'ont pas d'étiologie et ne répondent pas à un support nutritionnel. Alors nous, on a fait un travail sur les délais diagnostiques dans les tumeurs cérébrales et on a trouvé que plus l'enfant est grand, plus la tumeur est sustentorielle et plus c'est une tumeur de bas grade, plus on va tarder à poser le diagnostic. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus d'espace en sustentoriel. Une tumeur de bas grade, c'est bénin, ça évolue très lentement et donc on va tarder à poser le diagnostic. Donc il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc si on a un de ces signes mais qu'on trouve clinique, une anomalie à l'examen neurologique, il faut explorer. Les autres situations, il faut surveiller, mais quelle durée, on ne sait pas, parce qu'un gliome de bas grade peut évoluer entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, bien sûr, le bilan sanguin, surtout l'ionogramme, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des problèmes électrolytiques liés à un diabète insipide. On peut faire l'échotransfontanaire. La TDM, c'est juste le débrouillage, mais c'est l'IRM qui tranche et contre-indication absolue de la ponction lombaire. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous avez votre part dans la prise en charge. Attention aux malades qui se présentent avec un diabète insipide et vous avez à réhydrater les malades, les anticonvulsivants, les antiémectiques, puis orienter le patient. Alors, au total, je vais vous dire un peu ce que le chat a dit à Alice. Si je ne sais pas où je vais, n'importe quelle route me mènera là-bas. Et si je ne sais pas ce que je cherche, je peux tomber sur des problèmes gastriques à explorer, des troubles de comportement que j'envoie chez les psychiatres, et ainsi de suite, sans jamais arriver où je veux être. Et donc, en priorité pour le pédiatre, reconnaître les signes qui peuvent être révélateurs, les situations où il faut que j'anticipe et aller chercher ces tumeurs cérébrales, et aussi un bon interrogatoire en écoutant les parents, en reprenant toujours tout depuis le début, et un bon examen clinique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Leïla. Présentation très pertinente, très pédagogique, avec un ton qu'on écoute avec beaucoup de plaisir, avec un humour fin qui fait passer beaucoup de messages. Je crois que tous les messages sont passés, tu les as très très bien synthétisés. Et je crois que les éléments à retenir, entre autres, c'est que, en dehors des signes typiques, classiques, en fait, il y a tout un tas d'autres signes qui ne sont pas forcément évocateurs de tumeurs cérébrales, que le pédiatre doit prendre en considération pour y penser. Ça, c'est un. La deuxième des choses, moi je le dis toujours, lorsque des parents s'inquiètent ou lorsque le pédiatre lui-même ne comprend pas de quoi il s'agit, il faut qu'en fait il s'acharne pour chercher à comprendre de quoi il s'agit. Et la tendance de banaliser, parce que des fois nous avons tendance à banaliser, ou les parents aussi peuvent banaliser de certaines choses, et toujours dès que la notion, écoute, c'est pas grave, tu t'inquiètes trop, ça va passer, cette notion-là, je crois qu'il faudra qu'on apprenne à l'écarter. Il faut qu'on ait aussi la main plus ou moins facile pour explorer. Nous avions pour tous les collègues qui ont fait un peu leur médecine à l'international,
la tendance aussi, c'est d'aller explorer, c'est de ne pas s'arrêter vers des symptômes et dire, écoute, je doigt ou ça revient me voir dans 10 jours, dans 15 jours, dans un mois, ou lorsque le patient, tu ne le revois plus, tu n'appelles pas pour revoir. Et puis le dernier point, c'est qu'en matière, Leïla l'a très bien dit, les tumeurs cérébrales, en fait, ils sont en pathologie tumorale de l'enfant, en fait, c'est les plus fréquents, mais pas forcément les malignes, les graves, qui demandent chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. En fait, ceux qu'on ne voit pas, et la communauté de pédiatres, même en hospitalier, nous ne les voyons pas parce que c'est des patients qui atterrissent le plus souvent chez les neurochirurgiens. Et on ne les voit pas, nous, par la suite, a posteriori, pour dire qu'en fait, c'est une pathologie qui est quand même paradoxalement très, très fréquente. Donc, par rapport à ces commentaires, donc je donne la... Moi, je dirais que merci, professeur Hassisen, de cette excellente présentation qui jette la lumière sur une pathologie qui est fréquente en oncologie, qui représente 20%, qui vient en deuxième position. Maintenant, au-delà de tous les messages, maintenant le rôle du pédiatre, finalement, les principaux symptômes, ce sont les céphalées, les vomissements, troubles de l'équilibre, diplopie, mais devant un enfant qui vomit ou qui a mal à la tête, finalement, pour arriver au diagnostic de tumeur cérébrale, il faut un scanner. Alors devant des vomissements et devant des céphalées, c'est ça la question majeure pour vous. Quand est-ce que vous allez demander un scanner? Y a-t-il une attente? Faut-il le faire? Quelles sont les subtilités? Quelles sont les finesses pour le demander ou non? C'est ça. Si on pourrait avoir, à partir de ces principaux symptômes, quand est-ce qu'il faut aller droit au but et ne pas passer à côté d'une tumeur cérébrale qui pourrait être la conséquence d'une acuité visuelle vraiment et qui a des enfants qui ont perdu la vue. À vous la parole. Et merci d'avoir intitulé votre topo « Le rôle du pédiatre ». Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une remarque rapidement et revenir sur le cas du professeur Hmami qui était excellent. Quand on demande, il faut savoir que le scanner cérébral et l'ETF n'explorent pas la fosse postérieure. Donc, si vous suspectez une tumeur de la fosse postérieure, il faut indiquer au radiologue que la coupe doit passer par la fosse postérieure ou passer directement à l'IRM. Donc ça, c'est une remarque que je voulais faire. C'est pour ça que je pense, donc peut-être le professeur Hmami pourrait en reparler, mais je pense que c'est pour ça qu'au scanner, on n'a pas vu l'ischémie du deuxième cas. Hein. Alors, en fait, je voudrais revenir sur le rôle du pédiatre. Il ne faut pas non plus trop attaquer les pédiatres. Hein. Je crois que le pédiatre doit surveiller les enfants régulièrement, en particulier au moment des vaccins. Quand on vient pour un vaccin, moi je dis aux parents, c'est pas pour faire la piqûre. Tu viens pas, moi tu payes pas la piqûre. Tu payes une consultation où je fais un examen général qui pour moi est beaucoup plus difficile que quand tu viens pour une angine, parce qu'une angine c'est très facile. Ça se voit et toi-même tu fais le diagnostic. Par contre, une tumeur, il faut que je le vois plusieurs fois pour pouvoir déceler, d'abord pour pouvoir étudier le périmètre crânien, et c'est comme ça qu'on met en évidence certaines tumeurs cérébrales chez l'enfant, mais il faut le voir à plusieurs reprises. Et il faut que ce soit la même personne qui prenne le périmètre crânien. Parce que si c'est moi une fois ou la secrétaire ou on ne le reprend pas de la même manière. Donc le rôle du pédiatre actuellement, je crois, il est important d'avoir un rôle préventif où des examens systématiques doivent être faits au moment où on le fait des vaccins, pourquoi pas, ou même en dehors des vaccins. Je crois qu'il y a des âges clés où on doit faire des examens systématiques, en sachant que l'examen neurologique, c'est pas facile. Alors, on fait très souvent des contrôles. Pourquoi on fait des contrôles? Moi, je ne fais pas un contrôle pour le plaisir de revoir l'enfant. Hein. Je fais un contrôle. 30 secondes, là, vous avez 30 secondes. Il faut faire des contrôles pour vérifier, parce que quand vous avez un enfant qui vient pour une angine, vous ne pouvez pas dépister s'il a un problème neurologique. Vous faites un contrôle pour revoir après si effectivement il a un problème d'impotence, et ça peut se voir. Ou s'il a effectivement un strabisme qui n'est pas normal, et ça se voit, mais ça se voit chez un enfant qui est normal, qui n'a pas d'angine, qui n'a pas de rhinopharyngite, qui n'a pas une otite, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas voir tous ces signes-là. Merci, monsieur. Alors, je voudrais... Oui. Qui donne la parole? Réponse à la fin. Hein? Ah, pardon. Alors, juste pour vous dire que nous, on voulait savoir justement où bloquer les choses. Ce n'est pas un problème de pédiatre purement.
et on a trouvé que la majorité, c'est des enfants qui ont été vus par des médecins généralistes. En deuxième position, le pédiatre, et en troisième position, les ophtalmologues. Et donc, c'est un peu le problème de tous, et ça revient vers l'importance de l'examen clinique, de la prise du périmètre crânien. Et là, c'est certainement pour ça que beaucoup de généralistes se sont trompés, parce que nous, et on fait la mea culpa, c'est que les médecins qui viennent en formation chez nous, eh ben, on ne leur impose pas le périmètre crânien pour tous les nourrissons, et c'est exceptionnel de voir un médecin en formation prendre un périmètre crânien, d'accord? Et l'autre élément, c'est qu'effectivement, il faut rester dans la continuité. Si j'ai un doute, il faut que je revoie ce patient, parce que quand il commence à passer d'un médecin à l'autre, c'est là où l'histoire se perd, et chacun a une vision nouvelle du dossier et généralement oublie tout ce qui a été l'histoire antérieure. Je voudrais revenir sur la remarque de Sertab, elle est pertinente par rapport à l'association céphalie-vomissement à la place de gastro, parce que ça nous arrive d'avoir des surprises. Je dirais que l'association céphalée et vomissement, c'est une cause neurologique jusqu'à preuve du contraire. Bien que l'aspect de céphalée, c'est des vomissements, c'est des céphalées qui sont soulagés par les vomissements. On peut avoir quelques céphalées après les vomissements, dans les forts vomissements. Malgré ça, quand on reçoit ces malades, on fait une fibro, on n'arrive pas à expliquer sur le plan digestif, on renvoie le malade à son pédiatre pour une autre exploration en dehors de... Parce que les causes des vomissements sont innombrables. Professeur Hida, vous êtes gastropédiatre. Est-ce qu'il y a des subtilités entre les vomissements d'origine digestive et d'origine tumorale? Oui, les vomissements digestifs, c'est la fréquence, ça dépend de quand c'est un obstacle, donc c'est après les repas, quand c'est gastrite, donc on pose la question, est-ce que c'est soulagé par les repas ou aggravé par les repas, mais le réflexe que doit avoir le pédiatre, qu'on ne sait pas expliqué par une fibroscopie ou un TOG. Donc, cette association céphalée, vomissement égale TDA. Parce moi j'ai vu un cas de Russell, c'était un patient dénutri, il vomit avec une position guindée, une fibroscopie normale, scanner, tumeur cérébrale. Je crois ce que tu dis assez final. Si on veut faire passer un message, ici, on n'est pas là pour apprendre à pédiatre comment faire tout ou loin de là. Donc, c'est la réflexion que tu viens de dire. Le patient, il a consulté pour des vomissements, sous-tenté que c'est des problèmes digestifs. L'étape tu as exploré, tu as vu, tu as fait la fibrose qu'il le faut, et apparemment, c'est des choses qui ne sont pas expliquées par là. Mais rapidement, ce patient doit être exploré autrement, vers une orientation, pas écoute, là, je vais dire un traitement médical, ou on va le dans 2 semaines, dans 3 semaines, et là. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le message que Leila essaie de faire passer, c'est que le patient, non pas forcément pour les tumeurs cérébrales, en fin de compte, notre manière de prendre en charge les enfants, il faut qu'il reste dans un circuit. Il ne faut pas qu'il sorte du circuit. Il ne faut pas lâcher un patient pour lequel il a présenté un problème X, et pour lesquels on n'a pas expliqué, on n'a pas compris, et le patient a été là seul. Je crois que si le message doit être retenu, c'est aussi par rapport. Alors, par rapport au vomissement, avec le temps d'attente pour faire la fibroscopie, qui peut être de 15 jours ou d'1 mois, dans le cadre des tumeurs cérébrales, de la fosse cérébrale postérieure, c'est un temps précieux, parce qu'entre-temps, le malade peut engager. Ça peut être des méduloblastomes. Les méduloblastomes évoluent vite, donc dès le départ, on arrive un peu à tiquer quand il y a des vomissements qui indiqueraient plutôt, quitte à faire le scanner, et s'il est normal, faire la fibroscopie. Parce que la fibro, il ne va pas changer. Mais il va engager. Merci, professeur Leila.